Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième journée de la rentrée des speakers. Bienvenue Aurélie. Aurélie, c'est notre première speaker de la journée. Et Seb et Philippe, vous montez sur scène. Et François, s'il est là, je ne l'ai pas vu. Voilà, venez ici les amis. Coucou. Coucou. Ça va? Ça va, ça va. Bon alors, qu'est-ce que vous avez pensé de la soirée d'hier? Vous êtes content de comment ça s'est passé? Bah écoute, très bien. Il aurait fallu que ce soit plus long. Moi, je me suis fait éjecter en fait à la fin. Ah ouais, je crois que je vais prolonger jusqu'à 10 heures cette fois. Ah oui, en plus, il y a Stéphanie en dernier speaker, donc les commentaires après peuvent être super sympas. Et on a pas mal parlé avec Thomas et compagnie, donc ça a duré et puis on s'est laissé emporter. Et ouais, bah c'est bon signe. Non, parce que les tables et tout, c'est les tables qui étaient super déjà hier et j'ai adoré les tables. On a vraiment eu des bonnes discussions. Carrément. Ouais. Bon, vous vous souvenez qui sont les speakers de la soirée? Oui, monsieur. Alors, interro surprise. Philippe? Après Aurélie, pardon, nous aurons Audrey. Bah, ça commence pareil. Et Sébastien. Et on conclura avec Stéphanie. Et avec Stéphanie, ouais. Je le savais aussi. Donc, bah, une bonne session. Oui, je pense que c'est plutôt sympa. Et comme d'habitude, après chaque talk, il y aura des discussions sur les tables et ensuite on changera dans la salle suivante pour les talks suivants. J'enverrai les liens à fur et à mesure. Et bon, bah, ceci dit, je pense que c'est le moment pour nous de s'éclipser et de laisser la place à Aurélie. Ok. Ciao, ciao. Bonne chance. À tout à l'heure. Hop. Donc moi, je vais partager mon petit écran si ça veut bien marcher. Hop. Est-ce que vous le voyez? Je pense, oui. Non, il n'y a pas de retour, donc est-ce que vous le voyez? Si oui, oui, oui. Eh ben oui, donc ok, ouais, je suis d'accord. Hop, on va faire ça comme ça. Donc bienvenue pour la rentrée des speakers. Ça y est, j'ai mon cartable, hein. Tout va bien. Donc nous allons parler des common mistakes et des tips et du coup comment les résoudre. Donc qui je suis? Je m'appelle Aurélie Vache, je suis développeuse depuis une quinzaine d'années. Je suis chez CDO Cloud et très investie dans les associations de Women in Tech, dont Duchesse France. Et j'écris pas mal, en fait, d'articles et de sketchnotes. Pourquoi ce talk? Go est un langage facile à prendre en main, il est typé et compilé. Et je n'ai pas trouvé de talk parlant des erreurs à éviter et des tips. Donc, comme d'habitude, j'ai décidé d'en créer un. Et nous aimons tous les REX, les retours d'expérience. Et j'avoue, c'est encore une excuse pour rajouter des gophers dans les présentations. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, c'est très simple de créer un serveur HTTP en Go. En 5 lignes de code, sans les imports et la déclaration de la fonction main, on a un serveur HTTP qui est créé et démarré. C'est simple, rapide, concis, mais vous allez voir que c'est très très simple également de faire des erreurs en Go. Donc, je vais vous donner quelques tips. Astuce numéro 1, utiliser un IDE. Alors oui, j'ai hésité à mettre cette slide, mais il faut utiliser un IDE quand vous faites du Go, comme lorsque vous faites du Java, du Scala, du Rust, du C, du JavaScript, etc. Ça va vous faciliter le travail. Ça va vous permettre d'avoir un retour visuel sur toutes les petites erreurs que vous pouvez faire. Et une fonctionnalité que j'aime tout particulièrement, c'est de exécuter vos tests unitaires directement dans votre IDE et vous
pourrez avoir en temps réel la couverture de votre code. Utilisez l'IDE que vous voulez et dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Astuce numéro 2, les tests unitaires. Alors Aurélie, pourquoi tu nous parles de tests unitaires? Tester, c'est douter. On ne crée pas de bugs dans nos applications. On n'a pas le temps de tester et on ne va pas pouvoir respecter les deadlines. Alors, bien entendu, et plus sérieusement, il faut faire des TU, même sur les tout petits projets, les CLI, les microservices, les applications, et plus particulièrement sur la partie qui contient l'intelligence de votre application. Et ce conseil-là ne concerne pas uniquement le Go. Une des astuces est d'écrire vos tests unitaires en suivant le Table Driven Test. On va commencer par décrire les cas de test. Là, on a quoi? Un cas de request OK, request et de null request. Puis, on va créer une boucle for et on va écrire une seule fois l'intelligence de notre test. L'avantage est que l'on n'aura pas de code dupliqué. Donc, c'est très, très pratique. On a fait des TU, c'est suffisant. Et non, comme on l'a dit, c'est très facile de faire du Go, mais également des erreurs. Les tests statiques sont là pour vous permettre d'améliorer la qualité de votre code. Il existe une liste impressionnante de linters. Il y a un linter pour tout. Par exemple, vous serez informé si vous avez du code mort, si vous réutilisez plusieurs fois une string et que vous pourrez la mettre dans une constante, si vous initialisez des variables ou des imports sans les utiliser, etc. Il y a une tonne de linters. C'est cool, mais attention à l'overdose. Utilisez avec parcimonie. Pour utiliser nos linters en tant que plugin, il y a l'outil Golang CI. Alors, contrairement à son nom, ce n'est pas un outil de CI, donc d'intégration continue, mais c'est le remplaçant de GoMetaLinter, c'est The Outil, pour améliorer la qualité de son code. On va créer un fichier .golangci.yaml pour la configuration de nos linters. On va commencer par lister, par exemple, les linters activés et désactivés. Et on va également définir les valeurs de nos linters. Ici, par exemple, on a défini la complexité cyclomatique de Go minimum à 16, mais sur d'autres projets, elle peut être plus importante ou plus faible. Et dans certaines situations, on peut bypasser les linters avec la directive nolint et on peut également bypasser qu'un linter et lui expliquer la raison. Et pour une stack, il y a un linter, c'est nolint qui va regarder si avec les paramètres que vous lui avez définis, si vous respectez bien vos nolint. Astuce numéro 4,
dans panique. Alors, lorsque l'on commence à faire du Go et que l'on regarde du code sur Internet, la majeure partie des cas, pour gérer les erreurs, il y aura des paniques. Alors, attention, les paniques sont une source majeure de cascading failure. Alors, une des bonnes pratiques est de remonter l'erreur et de laisser l'appelant gérer le cas d'erreur. Un programme peut parfois partir en erreur et du coup, on va utiliser les paniques lorsqu'une chose ou un événement qui aurait jamais dû se produire arrive. Vous pouvez partir en panique si une erreur importante survient au démarrage de l'application, par exemple. Donc, on part en panique ou on remonte l'erreur, et ben, cela dépend. Deux philosophies s'affrontent, le let crash ou le error handling. Cela dépend du type d'erreur et du contexte. Et on peut utiliser les deux dans une même application. Astuce numéro 5, n'oubliez pas de fermer si vous ouvrez. C'est une règle simple et qui est applicable dans tous les langages. Si vous ouvrez un response body ou une connexion, il faut la fermer. Et en Go, c'est une règle applicable facilement avec les défaire. Et si on oublie de fermer, par exemple, une connexion, c'est une source de consommation de la mémoire. Donc, attention. Cette règle marche du coup pour les response body, mais également pour les connexions et les manipulations de fichiers. Et il y a un enter, c'est le body close, qui permet de regarder si vous avez oublié de fermer vos HTTP response body. Et il faut vérifier les erreurs. Donc là, si on reprend un des exemples précédents, on gère bien la fermeture de connexion dans un défaire. Et on va récupérer l'erreur. Enfin là, du coup, donc on va du coup gérer le close, et dans ce cas-là, on s'aperçoit que la méthode close voit une erreur et on ne la gère pas du tout. Donc, la solution va être de créer une fonction anonyme défaire qui va gérer la fermeture de la connexion. On va récupérer l'erreur et suivant si elle est nulle ou non nulle, bah on va du coup faire ce que nous voulons. On va parler maintenant des breaks. À votre avis, que se passe-t-il si la fonction myFunction retourne un booléen égal à true? Alors, le break va arrêter que le switch et non la boucle for. Et dans ce second exemple, c'est la même chose. Le break va arrêter uniquement le select. Alors que nous voulons qu'il arrête toute la boucle for. Donc, la solution va être d'utiliser un
label break qui arrêtera du coup toute la boucle. Voilà. On va parler de contexte. Le contexte est un concept super important en Go et peu utilisé ou mal compris des développeurs. Nous allons voir avec un exemple concret pourquoi il est important et pourquoi il faut donc le transporter dans toute votre application. On va voir avec un exemple concret. On a un serveur HTTP. Le client fait un appel. Et le serveur HTTP va faire sa petite tambouille des manipulations de fichiers, des appels à la DB, etc. Et que doit-il se passer si le client cancel sa request, son appel? C'est là que le concept du contexte entre en jeu et montre son importance. Le contexte est traversant dans toute son application. Il peut véhiculer les informations de bout en bout. Si on reprend l'exemple précédent, lorsque le client cancel son appel, le serveur va canceller son contexte et cela va propager, arrêter du coup toute la tambouille qu'il faisait. Une bonne pratique lorsqu'on veut créer une fonctionnalité bloquante est d'utiliser le contexte et de gérer les annulations. Il est très important de bien le faire circuler pour qu'il ait une utilité. On va parler de la default zero value des maps. Par défaut, une map n'est pas vide. Cela va dépendre de son type. Si le type est int, alors la valeur sera égale à 0. Si on prend cet exemple, on a une méthode qui compte le nombre d'occurrences de chaque string dans une... le nombre d'occurrences de chaque caractère dans une string. Et en sachant cette subtilité, on va avoir un code concis pour la méthode. On ne va pas avoir à regarder si la map n'est pas vide. Et du coup, il n'y a pas besoin de regarder s'il y a déjà eu une occurrence de ce caractère avant de faire un incrément dessus. L'opération sera safe. Donc, connaître toutes les petites subtilités et particularités fait que le code sera plus concis et dépourvu de tests, en gros, qui ne serviront à rien. Les strings ont des subtilités. Lorsque l'on veut compter le nombre de caractères d'une string, notre premier réflexe est d'utiliser la méthode len. Mais problème, elle compte le nombre d'octets et non le nombre de caractères. La solution est d'utiliser la méthode runCountInString du package UTF-8 qui, elle, retourne bien le nombre de caractères. Et avec cette méthode, il est facile de afficher une partie
d'une chaîne de caractères en jouant avec les lignes. Astuce numéro 11, enfin même erreur même. Un reader ne peut être lu qu'une seule fois. C'est une erreur que j'ai fait. Et oui, la boulette. En effet, IO à point reader est traité comme un stream. Il ne peut être lu 2 fois. Ça, c'est un exemple d'une méthode qui utilise mal les readers. Le premier buffer aura bien sa réponse, mais le second sera nul. Du coup, lorsqu'on veut afficher notre SHA 256, la réponse sera égale à 10 nuls. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite sans me rendre compte. Alors, non, la solution ne va pas être d'appeler à Harry Potter, enfin, Harry Gopher, mais on va utiliser un wrapper qui va rajouter au fil de l'eau et on va écrire dans un writer. Donc là, on reprend notre exemple précédent, mais cette fois-ci, on utilise notre fameux T-Reader. Et cette fois-ci, lorsque l'on affiche notre checksum, alors la réponse sera roulement de tambour, elle est correcte. Donc, c'est cool. Et vous pouvez également coder vos propres wrappers, comme l'exemple ci-dessous, qui utilise un Progress Reader. Astuce numéro 12, on va parler de channel. Alors, en 2010, et oui, ça commence à dater, Andrew Gerrand a écrit sur le blog officiel de Go, Do not communicate by sharing memory, instead share memory by communicating. Ce que l'on peut traduire par plutôt que de se synchroniser pour échanger des informations, il faut mieux échanger des informations pour se synchroniser. Derrière ce slogan, cette phrase, ce paradigme, se cachent les channels. Il vaut mieux utiliser des channels plutôt que des mutex. Alors, grâce aux channels, on va pouvoir envoyer et recevoir des informations à travers l'opérateur flèche, cheron gauche et petit tiret. En premier, on va créer notre channel. Ensuite, on va faire des choses. Puis, on peut envoyer myvar dans notre channel et on peut recevoir du channel myChannel une valeur que l'on va assigner à notre variable. Et un petit tips est que la donnée va en direction de la flèche. Quand on comprend ça, ça va de suite mieux. Numéro 13, on va parler un petit peu de goroutine et de mnémonique. C'est également un concept très important, mais pas super simple à aborder. Que se passe-t-il dans ce code? Si le channel C n'est pas fermé, ou bien que la fonction SumFunc ne retourne pas une erreur, alors la goroutine initialisée va perdurer tant que le programme ne sera pas terminé. Comment on peut détecter les leaks? Alors,
Une première solution peut être de créer une petite méthode de test, un leak detector, qui va utiliser la librairie Golic de Uber. Et après une graisse période de 30 secondes, on va regarder s'il n'y a pas de routine unexpected. Une autre solution peut être d'utiliser le Go Pro Failure et on va regarder quel est le nom de GoRoutine active. Un petit bonus track pour la route. Parfois, la commande GoGet échoue et on ne sait pas pourquoi. On réessaye encore et ça ne marche pas. Donc, on va regarder la commande help pour la GoGet. Là, on trouve une option TRV pour rajouter de la verbosité, mais dans énormément de cas, cela ne nous aide pas. Une solution peut être d'utiliser l'option -X qui n'est pas du tout documentée et référencée, mais cette option peut vous permettre de sauver quelques heures de travail, des bugs et de cris d'énervement. Cette option va vous afficher tout ce qui est fait en sous-marin quand vous faites la commande GoGet. On a vu quelques tips, quelques erreurs que j'ai pu commettre et que d'autres ont pu commettre. Mais bien évidemment, cette liste est non exhaustive. Donc, si le talk plaît, je l'enrichirai. Continuez d'apprendre, d'explorer, de faire des erreurs, de manipuler, de vous tromper et de tester. Merci. Le timing, ça va. Hop, on est ici. Sébastien, c'est bon. PHP. Oui, je suis d'accord avec Sébastien, super talk. Il y a quelques questions dans l'onglet Q&A, type aller à droite. Oui, alors Q&A, hop. Alors, oula, ouais, il y a... Bah oui, tu as eu pas mal de questions. C'est cool, il y a plein de questions. Bon, bah, je te laisse répondre. À tout à l'heure. Attends, attendez. Hein. Oui, attends. Non, mais oh. Alors, Golang CI, et c'est le sonar de Go, mais livré directement avec Go. En fait, Golang CI, c'est un outil qui n'est pas en fait dans Go. C'est un repo GitHub en fait. Donc, du coup, voilà. Il y a quoi dans cette richesse de linter, en conseillerais-tu certains en priorité? Alors, ouais, je pense que je rajouterais en fait dans les slides une petite liste dont des linters pour la sécurité en fait. Parce que c'est très important. Et bah ouais, bah je les mettrai du coup en fait dans soit dans les slides, dans les bonus tracks, soit dans un article en fait, parce que tous les listés un par un, ça va être long, mais je m'en occuperai. Ensuite, il y a quoi comme petite question? IO.header, se comporte comme un string
stream, pardon, ou c'est un stream. La différence entre deux, ça en est un en fait. Enfin, du coup, c'est pour là qu'on ne peut le lire qu'une seule fois. Donc, voilà. Il y a quoi? Est-ce qu'il existe... je peux parler. Est-ce qu'il existe un site officiel de Tips and Tricks? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je sais qu'il existe un repo GitHub en fait, avec donc c'est Go Awesome, avec énormément, mais il y a énormément de sites sur le Go, donc du coup peut-être que dedans, tu auras du coup pas mal de tips, tricks et compagnie. À quand les sketchnotes Go? Alors, en premier, j'ai donc fait Kubernetes, ensuite Istio. Là, j'ai commencé le Docker et c'est le projet du coup, c'est réaliste parce que j'avoue également, j'aime bien dessiner des gophers. Voilà. Attends, je l'avais pas vu celle-là. Et a posteriori, est-ce que pour autre chose que la production d'un binaire tout petit, ce qui est déjà très bien l'utilisation de Go avant du sens? Alors, pour faire des CLI, le Go, en fait, je recommande. C'est très, très rapidement, du coup, tu peux créer une CLI avec Cobra. J'avais fait un article en fait sur le topic et en 5 minutes en gros tu peux en créer un. Donc c'est très très simple. Pour la petite histoire, j'ai fait du Java pendant 13 ans. Même 12 années. Et quand tu dois faire du Go, t'inverses du coup dans les premiers temps, dans tes méthodes en fait, le type de ton paramètre, ton argument et le nom. C'est comique du coup au début, mais donc sinon ouais, pour des tout petits binaires, pour des CLI, des micro services du reste du gRPC, ça marche très bien en fait. Nous, on a des perfs, mais on a des très très bonnes perfs, donc c'est cool. Et si tu veux une application qui tourne dans un conteneur en fait, et ben Go également c'est très bien parce que ça va être tout petit et ça va du coup démarrer vite. Donc voilà. Alors, c'est quoi la métrique utilisée pour considérer qu'une coroutine est exploitable? Alors, je ne sais pas. Donc, je me note. Tiens, hop. Je me note et je regarderai ça après. Du coup, cool. Je me note ça. Alors, c'est quoi la métrique? Ok. Ça m'intéresse également, donc je me note ça et je regarderai, je tenterai de creuser donc le topic en fait, et je mettrai la réponse à mon avis dans Twitter, je pense, tu vois. Voilà. Le profiler est-il complexe à prendre en main? Alors, donc au début, en fait, oui.
début, ce n'est pas simple. Faut creuser, faut surtout en fait comprendre quel est tous les résultats en fait. Voilà. Du coup, c'est pas très simple. Bah, dès qu'on parle de routine, de mémorique, faut creuser de toute façon. Et la dernière, log point fatal ou panique des cas d'usage différents. Panique, c'est tu sors complètement en fait. Tu arrêtes ton programme, tu paniques. Ah, tu vois. Log, tu logs en fait. Donc en gros, que tu logs en debug, en info, one. Ton log, du coup, c'est que de l'information, du log, en fait. Interface, Philippe, continue. Interface, bien ou mal. Alors, je répondrai tab ou espace, tu vois. Non, honnêtement, je l'utilise. Ça peut paraître surtout dans certains cas, mais on utilise, c'est plus pratique et dans les cas où tu ne peux pas créer de structure à l'avance, car tu reçois des informations dont tu ne peux pas connaître la structure. Alors là, par contre, ton interface, elle a tout son utilité. Voilà. Merci encore Aurélie. Et je vous propose de basculer sur les tables. On a un petit quart d'heure pour les discussions et après on bascule vers les talks suivantes. Donc, à tout de suite.